Nida Daf Samerhet, on va commencer par Samer Zain Amoudbet, au milieu de la page, à partir des mots Amar Rav Huna, Isha Hofefet, Behad Beshabbat, Vetovelet Bashelishi Beshabbat, Sheken Isha Hofefet, Be'erev Shabbat, Vetovelet Bemotsae Shabbat. De quoi parle-t-on dans cette sugia? On parle du din de la hafifa. Qu'est-ce que c'est que hafifa? C'est la préparation de la femme à la tevila au mikvé. À l'issue de la période de nida, pour se purifier, il faut qu'elle aille au mikvé. Alors, évidemment, à l'époque de la Torah, une nida et une zava, ce n'était pas la même chose. Nida, c'est des règles normales. Quand elle a sa période de menstruation, quand elle est nida, eh bien, dès qu'elle saignait, à partir de ce moment-là, elle commençait à compter 7 jours. C'est-à-dire que ces 7 jours de nida, peu importe qu'elle saigne ou pas, elle est nida. Ça, c'est la période de nida selon la Torah. À l'issue de ces 7 jours, si elle s'est arrêtée de saigner avant le coucher du soleil, elle fait une vérification pour être sûre, pour certifier que le saignement a cessé, et à la tombée de la nuit, elle va au mikvé. Ça, c'est pour la nida. Dès le lendemain, commencent les 11 jours de ziva, que la Torah appelle Belo'et Nidata. Ça veut dire que ce n'est pas normal qu'elle saigne au-delà de la période de 7 jours de nida. Une zava, c'est un saignement anormal, atypique. C'est bon, elle a déjà eu ses règles pendant les 7 jours de nida. Very good. Ça rentre dans le cadre de la vie féminine. Comme je disais, quand on voit une femme qui accouche, qui souffre tellement, alors on se dit, qu'est-ce qu'elle a fait Hava, la première femme du monde, pour un fruit dont elle n'a pas eu la patience d'attendre qu'il soit autorisé le jour du Shabbat. Elle a été le manger veille de Shabbat. Elle n'a pas été capable de maîtriser ce désir. Eh bien, aujourd'hui, toutes les femmes payent de cela. Be'etzev tel dibanim, harba arbe etzvonech veheronech. Le tsahar de Nida, le tsahar de Herayon, le tsahar de Leda. Une femme, une fille, elle traverse des moments l'opshutim du tout. Les hommes, on n'a aucune idée de ce que cela représente. Aucune idée. Alors aujourd'hui, au Hashem, il y a la péridurale pour accompagner les dernières contractions, les plus vives, les plus violentes. Mais sinon, au début, il laisse du temps pour que le travail se fasse naturellement. Alors, j'ai dit, quel bracha on fait pour la péridurale? Boré péridurale. Alors, donc, en effet, la femme, quand elle va saigner, en temps normal, c'est normal, c'est déjà entré dans le cycle de la vie féminine, mais au-delà des 7 jours de saignement, la période de ziva, ça s'appelle dans la Torah, Isha ki yazuv zov dama yamim rabim belo'et nidata. Ce n'est pas le temps de la nidoute, ce n'est pas normal qu'elle saigne. J'allais dire, c'est presque une maladie. Eh bien, si elle a saigné 1 ou 2 jours, elle est shomeret yom keneged yom. Il suffit d'attendre un seul jour de propreté et elle y va à l'issue de cette journée de propreté, ce qu'on appelle yom echad naki, eh bien, elle va au mikvé. Si elle a eu 3 jours de saignement, désormais elle devient zavak dola. Car si elle a saigné qu'1 ou 2 jours, ça s'appelle zavak tana, mais si elle a saigné 3 jours, ça s'appelle zavak dola. Il lui faudra 7 jours propres. Shiv'a nekiim, 7 jours de propreté, à l'issue desquels elle ira au mikvé. Pour aller au mikvé, cette fois-ci, différemment du mikvé de la nida, la tevila de la zava peut se faire même en journée. Pas besoin d'attendre la tombée de la nuit, mamash, le 7e jour au soir. Même dans la journée, elle peut y aller. Pourquoi? Comme on l'a déjà dit hier, miktsatayom kekulo, dès que le jour s'est levé, c'est considéré comme la majorité du 7e jour. Car une journée étant constituée de 2 parties,
vayi erev, vayi boker. Donc on a jour et nuit, nuit et jour plutôt. Alors si la nuit s'est écoulée, plus un moment de la journée, ça s'appelle le rov de la journée. Et par conséquent, elle peut aller au mikvé. Mais attention, il ne faut pas qu'elle rechute ce jour-là. Si ce jour-là, elle a rechuté, elle a eu encore une tache de sang, eh bien, ça annule les 7 jours propres. Elle doit recommencer à nouveau, Shiv'a Nekiim. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas qu'elle ait une relation avec son mari, même si elle a été au mikvé et que dans l'absolu, elle est pure, mais il ne faut pas qu'elle aille avec son mari déjà, parce que si elle a une relation avec son mari en journée, avant la tombée de la nuit, si tout se passe bien, il n'y a pas de problème, mais si jamais elle a saigné juste après la relation, figurez-vous que, puisqu'elle est encore dans le 7e jour, cette tache de sang va annuler rétroactivement le compte des Shiv'a Nekiim, son mikvé est donc caduque, elle a donc été avec son mari en tant que Zava. C'est trop grave. C'est la raison pour laquelle il faut attendre la tombée de la nuit pour aller au mikvé, pour ne pas se retrouver confronté à cette tentation d'aller avec son mari et après courir ce risque. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? C'est que la femme, pour se purifier, doit aller se tremper au mikvé. Mais comme on a déjà appris hier, qu'il ne faut pas qu'il y ait de hatsitsa, il ne faut pas qu'il y ait d'écran, d'interruption entre le corps, de séparation, pardon, entre le corps et l'eau. Toute séparation entre le corps et l'eau, tout écran qui empêche l'accès de l'eau, eh bien, ça disqualifie le mikvé. Hier, on était rentré dans les détails de quelle est la surface de l'écran. Par exemple, un chewing-gum collé au corps, eh bien, l'eau ne pourra pas accéder à la surface de la peau qui est sous le chewing-gum. C'est une hatsitsa. Alors, on avait vu 4 niveaux. Le niveau de hatsitsa qui s'appelle rubo ou makpid. On avait vu rubo ve'eno makpid, mi'uto ou makpid, mi'uto ve'eno makpid. Alors, dans ces 4 niveaux de hatsitsa, ça veut dire quoi? Si la majorité du corps ou la majorité de la chevelure, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a eu un grand débat entre les Rishonim, même déjà depuis les Géonim, à savoir, quand on a parlé de ces 4 niveaux de hatsitsa, est-ce qu'on parle que de la chevelure ou bien est-ce que ça concerne également le corps? Et la halakha, c'est ça ce que l'on retient, que ce n'est pas uniquement au niveau de la chevelure que cette halakha a été donnée, mais même au niveau du corps. Que quoi? Rubo ou makpid, c'est-à-dire, si la majorité du corps est recouvert, ou la majorité de la chevelure aussi se retrouve, par exemple, les cheveux étaient liés. Il y avait quelque chose qui empêche l'accès de l'eau. Parce que quand on fait un nœud dans le cheveu, un cheveu, vous faites un nœud et vous le serrez, dans l'endroit du nœud, il ne peut pas y avoir de l'eau. Car l'eau ne va pas pénétrer cet endroit. Parce que c'est serré fortement. Ce cheveu, même un cheveu de la personne qui n'a pas, puisque c'est encore relié à la femme, c'est son cheveu, c'est son corps, il faut qu'elle se trempe entièrement, même les cheveux. Et même un cheveu à l'extérieur du mikvé disqualifie le trempage, la tevila. Donc il ne faut pas qu'il y ait de hatsitsa même dans les cheveux. Alors maintenant, si on a la majorité des cheveux qui sont noués, ou bien la majorité du corps qui est recouvert, style d'un plâtre ou autre, un cataplasme d'argile, eh bien tout cela, ça s'appelle rubo. Et la personne, elle peut être makpid comme elle peut ne pas être makpid. Makpid, ça veut dire, ça la gêne. Elle exige, elle est makpid de retirer ça, ça la gêne. Dans ce cas-là, c'est la vraie hatsitsa minatora.
Par contre, s'il manque l'un des deux critères, l'une des deux conditions, c'est une hatzitza qui n'est que midérabanan. Exemple, la majorité du corps est recouvert, ou la majorité de la chevelure, comme on a dit, mais ça ne la gêne pas à la femme. Ça ne la gêne pas. Pour une raison X ou Y. Eh bien, Minatora, ce n'est pas une hatzitza. Ce n'est que midérabanan. Qui ont dit, ça aussi c'est hatzitza, de peur que la personne, finalement, fasse confusion et qu'elle croit qu'on peut se tremper au mikvé, même lorsque c'est roubo ou makpid. Alors ils ont dit, il ne faut pas rentrer au mikvé dans roubo ve'eno makpid aussi. Ou bien l'inverse, mi'uto ou makpid. S'il y a une toute petite surface, minuscule, qui est recouverte, comme j'ai dit, un chewing-gum, mais makpid, ça la gêne. Qui est-ce qui a envie de se balader avec un chewing-gum collé à la peau? Donc, ça s'appelle roubo. Pardon, mi'uto ou makpid. Minatora, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est que mi'uto. Pour que ce soit une hatzitza minatora, il faut que ce soit roubo ou makpid. Or ici, c'est mi'ut, c'est qu'une minorité du corps qui est recouverte. Donc minatora, ce n'est pas une hatzitza. C'est midérabanan que c'est considéré hatzitza. De peur que si tu lui permettes mi'uto ou makpid, elle va se permettre aussi roubo ou makpid. Mais ce qui n'est pas interdit, ni minatora ni midérabanan, c'est mi'uto ve'eno makpid. S'il n'y a qu'une minorité du corps qui est recouverte, et ça ne la gêne pas. Exemple, le vernis sur les ongles. Est-ce que ça la gêne d'avoir du vernis? Au contraire, elle a payé cher pour l'avoir. Ça lui plaît. C'est beau. Ça recouvre une partie du corps seulement. C'est mi'ut ve'eno makpid. Alors ce n'est pas hatzitza. Bien que le minhag nous dit, le Shulchan Aruch, c'est de se couper les ongles. Parce que nous craignons que sous les ongles, il y ait de la saleté qui se cache. C'est pour cela que le minhag des Benot Israël, c'est de se couper les ongles avant d'aller au mikvé, parce que s'il y a de la saleté entre l'ongle et la chair, cette saleté, c'est hatzitza. Alors pour ne pas avoir ce risque d'avoir de la crasse sous les ongles, on coupe les ongles, comme ça on est tranquille. C'est une humra, c'est un minhag qui provient de la humra. Mais dans l'absolu, halachiquement parlant, on n'a pas besoin de couper les ongles. Les ongles font partie du corps humain. Et même si aujourd'hui, il y a des femmes qui mettent des faux ongles, alors dans l'absolu, c'est pas quelque chose de positif, parce que si déjà on a l'habitude de couper les ongles, à plus forte raison, tu vas pas aller nous coller un faux ongle, mais si ça a été fait, ce n'est pas grave, puisque ça rentre dans le cadre de mi'uto ve'eno makpid. C'est une minorité du corps, et la femme, ça ne la gêne pas, au contraire, elle va spécialement chez la manicure pour avoir ça. Alors, maintenant, tout ça, ce n'était que une introduction pour bien comprendre le concept qui s'appelle hafifa. Hafifa, c'est-à-dire le lavage du corps et le lavage des cheveux, et se brosser, se peigner les cheveux, afin de démêler les cheveux, de manière à être sûr qu'il n'y a rien qui pourrait séparer le corps de l'eau du mikvé, et que tous les cheveux et que tout le corps sera immergé dans... Il y aura une immersion totale dans l'eau du mikvé. Oui. Les extensions de cheveux et les extensions de cils, c'est considéré comme quoi? Extension, c'est quoi une extension? On colle aux cheveux, quelqu'un, une femme qui a des cheveux courts par exemple, elle se met des cheveux longs. Alors, C'est collé. là c'est problématique. Là c'est problématique parce que... Ouais. Alors je vais dire comme ça. Les cils, ce n'est pas problématique. Les cils, ce n'est pas problématique, mais les cheveux, c'est problématique. Pourquoi? Les cheveux de la tête, c'est considéré comme une entité à part. Et toutes les halachot de Roubo, Mi'uto, Makpid et No Makpid, c'est applicable à la chevelure à part entière. D'ailleurs, Rashi n'a même pas parlé du corps. Rashi n'a parlé
que des cheveux. Regardez le premier Rashi de la page en haut, Samer Zayin Amoudbet en haut, Dvar Torah, Halacha le Moshe Misinai, de Amar Mor, Shiurin, Hatzitzin ou Mechitzin, Halacha le Moshe Misinai, Rubo, Rov Se'aro, Kashur Ahat Ahat. Rashi n'a parlé que de la chevelure. Et par rapport à Rashi, il y a une mahloquette entre les Rishonim. Quelle est sa position? Est-ce qu'il assimile le corps à la chevelure ou bien pour lui, c'est que dans la chevelure qu'on a ces 4 niveaux. Mais au niveau du corps, peut-être que même Mirout, c'est une Hatzitza. Grand débat. Mais d'après ce que vous me décrivez, c'est que l'extension de cheveux, c'est qu'ils collent des cheveux aux cheveux. Alors là, on est déjà dans Roubo. Parce que j'imagine qu'ils font ça sur la majorité de la chevelure. Si c'est la majorité de la chevelure, même si on n'est pas makpid, il y a Hatzitza miderabanan. Ça veut dire que si on a l'un des 2 critères, c'est Asur miderabanan. C'est sûr qu'elle n'est pas makpid, puisqu'elle va payer pour avoir cette extension. C'est sûr qu'elle n'est pas makpid. Donc Minatora, ce n'est pas une Hatzitza. Mais c'est une Hatzitza miderabanan dans la mesure où c'est Roubo, la majorité de la chevelure. Et les cils, non? Il n'y a pas de... Car les cils, ça fait déjà partie du corps. Et au niveau du corps, c'est Mi'out. Et Mi'out, Veno Makpid. Excuse, une maladie qui recouvre le corps de croûte. Hein? C'est quoi ces croûtes-là? Ça fait partie du corps ou bien c'est... Alors hier, on avait vu que, par exemple, la croûte de sang qui se forme après une saignée. Lorsqu'on a saigné, il y a une croûte de sang. Pendant les 3 premiers jours, c'est considéré comme faisant partie intégrante du corps. Rashi disait que après 3 jours, comme ça a tellement séché, eh bien ça se détache. Ce n'est plus considéré comme partie intégrante. Il n'y a plus de vitalité. Ce n'est plus vascularisé. Il n'y a plus aucun rapport avec le corps. Au début, ça fait partie intégrante du corps. C'est le sang qui est à l'intérieur qui est sorti à l'extérieur, mais il fait partie intégrante de l'être. Tandis que après 3 jours, ça a tellement séché que la croûte est considérée comme une entité à part. La personne reste avec des croûtes pendant des mois. Alors, c'est ça. Si c'est quelque chose qui est naturel pour elle, c'est comme son corps. Alors, dans le cadre de cette hafifa, dans le cadre de ce lavage du corps, lavage de la tête, brossage des cheveux et passer le peigne dans les cheveux pour bien les séparer et ainsi de suite, ou pour vérifier s'il n'y a pas des nœuds, tout cela, c'est assourd pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que arracher des cheveux pendant Shabbat, c'est assourd. La hafifa ne peut pas se faire pendant Shabbat. Alors, quand est-ce que une femme qui doit aller au mikvé Motsai Shabbat va faire la hafifa? Elle va la faire vendredi. Pourquoi vendredi? Pourquoi pas Motsai Shabbat? Puisqu'elle va au mikvé Motsai Shabbat. Nous craignons que le désir de retrouver son mari la nuit du mikvé après une longue séparation physique pourrait faire qu'elle fasse trop rapidement ses préparatifs, qu'elle ne se concentre pas suffisamment dans le nettoyage et vérification de son corps et de bien peigner la chevelure pour être sûr qu'il n'y ait pas de ratzitza. Quand elle fait la hafifa en journée, de toutes les façons, elle ne va pas au mikvé en journée. Donc il n'y a rien qui presse. Elle a tout le temps devant elle. Donc la hafifa doit se faire normalement en journée, avant la tombée de la nuit, de manière à être sûr que la hafifa était bien faite. Mais si ça tombe Shabbat, c'est-à-dire Motsai Shabbat, elle doit aller au mikvé, elle ne pourra pas faire la hafifa pendant Shabbat, parce que c'est assourd d'arracher des cheveux. Mais quoi?
Et en plus, elle a besoin d'eau chaude, comme on avait dit hier, que l'eau froide raidit le cheveu. Et si elle n'a pas d'eau chaude, comment elle va chauffer? Donc, il y a énormément de problèmes qu'elle peut rencontrer si elle devait se préparer pendant Shabbat. C'est pour ça que Hachamim ont dit, il n'y a pas de hafifa pendant Shabbat. Alors, la hafifa va se faire un jour avant, le vendredi. Donc, vendredi, elle se prépare pour aller au mikvé Motsae Shabbat. Maintenant, par extension, la Gemara va nous citer un enseignement de Rav Huna, très curieux. C'est qu'il dit, étant donné que nous retrouvons cette permission, entre guillemets, de ne pas juxtaposer la hafifa à la tvila. On peut faire la hafifa le vendredi et la tvila au mikvé Motsae Shabbat. Ça rend déjà de Yom Rishon. On a Yom Shishi, Yom Sheviri, Yom Rishon. Il y a le Shabbat qui sépare entre la Hafifa et la Tevila au Mikvé. Eh bien, à partir de là, Rav Huna déduit qu'il en serait autant, ce serait pareil, si, arbitrairement, la femme a envie de se préparer un jour avant le jour qui précède le mikvé. Normalement, il faut juxtaposer la hafifa à la tvila. C'est-à-dire qu'il faut se laver, il faut se préparer, bien brosser les cheveux et tout ça, se vérifier, tout cela, juste avant d'aller au mikvé. Ça veut dire l'après-midi, elle fait la hafifa, et ensuite, à la tombée de la nuit, elle va au mikvé. Ça, c'est dans la logique des choses. Pourquoi c'est dans la logique des choses? Car elle n'a pas le temps de se ressalir après la hafifa. Elle n'a pas le temps d'avoir une hatzitza après la hafifa. Et donc immédiatement, après la hafifa, elle va au mikvé d'affilée, consécutivement. Et là, on est tranquille. Mais si elle fait la hafifa un jour avant, elle a largement le temps de retomber dans des problèmes de hatzitza. Et malgré tout, nous dit Rav Huna, moi j'autorise, moi je dis que c'est permis. Quelle en est ma preuve? Ma preuve est la suivante. C'est que Shabbat, elle ne peut pas faire de hafifa. Comment elle fait quand elle doit aller au mikvé Motsae Shabbat? Mais elle ne peut pas faire de hafifa pendant Shabbat. Elle va forcément faire la hafifa vendredi après-midi. Eh bien tu vois qu'avec un jour d'écart, ce n'est pas la fin du monde. Elle a fait la hafifa vendredi, elle est partie au mikvé Motsae Shabbat. Tout le Shabbat a séparé, 24 heures ont séparé entre la hafifa et la tvila. Ce n'est pas la fin du monde. Et donc, de ce fait, j'en déduis qu'il en est pareil pour une femme qui le souhaite, pour une raison X ou Y. Elle a envie de faire la hafifa un jour avant le jour où elle doit aller au mikvé. Ce n'est pas grave, c'est possible. Et il va plus loin dans son raisonnement. Regardez, je relis Amar Rav Huna. Isha hofefet be'ehad be'shabbat ve'tovelet b'shelishi be'shabbat. Une femme a le droit de faire la hafifa dimanche et aller au mikvé mardi. Pourquoi? D'où je déduis ça? Sheken, la preuve. Isha hofefet be'erev shabbat ve'tovelet be'motsae shabbat. Tu vois qu'elle fait la hafifa vendredi et elle va au mikvé motsae shabbat. Sans faire aucune hafifa avant. Nachon. Il n'y a pas celui de faire quand même, parce qu'on a dit que c'était une question de temps, une question de bâcler la hafifa. Pas besoin. Encore. Isha hofefet behad beshabbat vetovelet barevi'i beshabbat. Il va maintenant plus loin. Il dit, j'autorise à cette femme qui a fait la hafifa dimanche d'aller au mikvé, pas seulement mardi, mais mercredi. Imaginons une femme qui doit aller au mikvé mercredi. Est-ce qu'elle a le droit de faire la hafifa dimanche? Elle a fait dimanche et elle part mardi. Il y a combien de jours d'écart entre dimanche et mardi? Un jour, le lundi. D'accord? Quand je dis mardi, ça veut dire c'est lundi soir. Lundi soir, ça s'appelle mardi par rapport à la Torah, n'est-ce pas? Puisque Erev Boker. Yom Rishon, c'est Yom Rishon. Yom Shlishi, c'est l'El Shlishi, c'est déjà Yom Shlishi. Maintenant, si elle doit partir l'El Revi'i, donc mardi soir qui est mercredi,
Donc il y a combien de jours d'écart entre la Hafifa de dimanche et le mikvé de mardi soir? 2 jours d'écart. Lundi et mardi. Qu'est-ce que dit Ravuna? Permis. Pourquoi j'autorise? Parce que j'en ai la preuve. Sheken isha hofefet be'erev Shabbat, vetovelet be'motzai yom tov, chez Haliot ahara Shabbat. Preuve. Que ferait une femme qui a le mikvé motzai yom tov qui tombe motzai Shabbat? Elle a 2 jours d'écart, forcément. En Israël, on fait un seul jour de yom tov. Imaginons que yom tov est tombé motzai Shabbat. Ça fait que cette femme, elle ne peut pas faire hafifa ni Shabbat, ni dimanche qui est Yom Tov. Quand est-ce qu'elle a fait la hafifa? Vendredi. Donc vendredi, elle a fait la hafifa. Shabbat est passé, Yom Tov est passé, et Motsa et Yom Tov, elle est partie au mikvé. Donc il y a eu 2 jours entiers d'écart entre la hafifa et le mikvé. Donc j'autorise à une femme arbitrairement de séparer la hafifa de la Tevila avec 2 jours d'écart. Encore, il va encore plus loin maintenant. Alors là, il a poussé le bouchon à l'extrême. Isha hofefet behad beshabbat vetovelet bahamishi beshabbat. Sheken isha hofefet be'erev shabbat vetovelet bemotzae shene yamim tovim shel Rosh Hashanah shehaliot ahara shabbat. Vous entendez? Et Ravuna nous dit encore. Il dit, tu sais, elle a le droit même de marquer une interruption de 3 jours. Entre la hafifa et la tevila, il peut y avoir une séparation de 3 jours. D'où je le déduis, tout simplement, du cas de figure suivant. Shabbat suivi de Rosh Hashanah. Shabbat suivi de Rosh Hashanah, ça nous fait 3 jours. Parce que même en Eretz Israël, on célèbre 2 jours de Yom Tov à Rosh Hashanah. Donc ça fait 3 jours. Cette femme-là, qui doit aller Motsa et Rosh Hashanah au mikvé, elle a fait la hafifa quand? Pas le jour de Rosh Hashanah, pas les 2 jours, ni même le Shabbat qui précède. Donc forcément vendredi. Alors, comptons avec les doigts. Hafifa vendredi, ensuite Shabbat, Rosh Hashanah, au mikvé après. Donc tu vois qu'elle a été l'El Hamishi. Elle peut aller l'El Hamishi en faisant la hafifa dimanche. Elle a envie de faire la hafifa dimanche et d'aller au mikvé mercredi soir, c'est-à-dire l'El Hamishi, permis, bien qu'il y ait eu 3 jours d'écart. Rav Hasda Amar, Rav Hasda était un grand hacham contemporain de Rav Huna. Et à chaque fois, vous allez voir des mahloket entre qui et qui? Entre Rav Huna et Rav Hasda. Qu'est-ce que va dire Rav Hasda? Amar kuleu amrinan, sheken lo amrinan. Et Rav Hasda va dire, oui, je suis d'accord avec 50% des choses qu'a dit Rav Huna, mais pas avec 100%. C'est-à-dire, Rav Hasda va dire, Rav Huna a raison à 50%. C'est-à-dire, quand la femme n'a pas le choix que de séparer entre la hafifa et la tevila, je te l'accorde, j'en conviens. Elle n'a pas le choix, Comment tu veux qu'elle fasse la hafifa en journée quand la tevila au mikvé tombe Motsa et Shabbat? Elle peut pas. Motsa et Yom Tov, elle peut pas. Motsa et Rosh Hashanah, elle ne peut pas. Alors c'est vrai que là tu auras une séparation d'1 jour, là de 2 jours, là de 3 jours. Mais comment tu fais d'une exception une généralité? Comment tu dis que cette femme qui a le choix, qui peut faire la hafifa la veille, juste avant le mikvé, elle peut faire ça l'après-midi et aller au mikvé le soir, tu lui dis non, c'est bon madame, si pour toi c'est plus agréable de faire 3 jours avant, fais-le 3 jours avant. Ma pitom! Endanin efshar, mishei efshar. Endanim efshar, mishei efshar. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne compare pas l'incomparable. Lorsqu'on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Comme dans le cas de figure que tu as cité, les 3 cas de figure de Shabbat ou Yom Tov Shechad Bemotzai Shabbat ou Rosh Hashanah Shechad Bemotzai Shabbat, là j'en conviens qu'il n'y a pas le choix que de séparer entre la Hafifa et la Tevila autant. Mais lorsque cela est possible, il faut rapprocher au maximum la Hafifa de la Tevila.
comme un jour de Hol, il n'y a aucune raison de lui autoriser de faire la Hafifa la veille ou l'avant-veille ou 2 ou 3 jours avant. Il n'y a pas de raison de permettre une chose pareille. C'est l'opinion de Rav Frisda. Et d'ailleurs, Rav Yemar va dire la chose suivante. Ve Rav Yemar Amar, afilu sheken name amrinan, les bar meisha hofefet bechad beshabbat, vetovelet bahamishi beshabbat, del motzae shne yamim tovim shel Rosh Hashanah, shel achar Shabbat, l'état, de efshar de hofefet balayla, vetovelet balayla. Troisième opinion. Rav Yemar fait un compromis. Alors Rav Yemar, c'est vraiment assez intéressant. Il dit, je suis d'accord avec l'un et je suis d'accord avec l'autre. Ça dépend de quoi on parle. Il dit comme ça. Il dit, je suis d'accord avec Rav Huna pour les 2 premiers cas. 1 jour d'écart, ok. 2 jours d'écart, ok. Mais pas 3 jours d'écart. Al tagzim. N'exagère pas. D'ailleurs, même Motzae Shabbat qui tombe Rosh Hashanah, où on a 3 jours d'écart. Shabbat, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. Eh bien, moi, Rav Yemar, je vous dis que, assour que cette femme aille au mikvé sans faire la hafifa le soir même. Qu'elle fasse la hafifa le soir même et qu'elle aille au mikvé juste après. Tu t'imagines en 3 jours, qu'est-ce qui a pu se passer en 3 jours? Mais c'est des tas de chatzitzot qui peuvent se coller à elle. Eh bien non, je ne permets pas. Même au Tzei Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Hafifa la nuit. Ah, mais tu as dit Hafifa la nuit is not good. Pourquoi is not good? Parce qu'on a dit que la femme pourrait se précipiter par l'impatience de retrouver son mari, et ce désir de retrouver son mari pourrait la pousser à négliger la préparation. Et donc elle ne ferait pas une hafifa avec toute la concentration nécessaire. C'est vrai que nous craignons cela. Et au titre de ce risque, on a dit il faut faire la hafifa en journée, pas la nuit. Ça, c'est dans la mesure du possible. Mais lorsque c'est impossible autrement, eh bien c'est impossible autrement. C'est-à-dire, dans le cas où on a 3 jours d'écart, ce n'est pas tolérable. Je ne peux pas tolérer 3 jours d'écart. Non, pas possible. Alors qu'elle fasse la hafifa quand? La nuit. Ah, elle va se presser, on va lui dire, madame, ne te presse pas, fais bien les choses. C'est tout. Je vous écoute, Rabbi. Non, je pose la question, enfin, il a posé la question. Rosh Hashanah ne tombe jamais après Shabbat. Peut-être qu'à l'époque, lui. Bravo. Non, c'est lui. Bravo. Aujourd'hui, Lo Adou Rosh. On a une règle. Lo Adou Rosh. De nos jours, selon le calendrier actuel, ce n'est pas possible, puisque nous avons Aleph, Dalet, Vav. Aleph, c'est Yom Rishon. Dalet, c'est Yom Revi'i. Vav, c'est Yom Shishi. Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah, je parle. Le premier jour de Rosh Hashanah ne peut pas tomber dans Adou. Aleph, Dalet ou Vav, Rosh. Lo Adou, Rosh. C'est vrai. Mais à l'époque où Rosh Hashanah était fixé en fonction de l'apparition de la lune, de la néoménie aperçue par 2 témoins, il venait quand il venait. Alors, Nachon. Pareil. Très bien. Ça aussi, pour résoudre votre problème, vous avez aussi bien expliqué, joliment, bravo, c'est que Lo Adou Rosh Hashanah ne peut pas tomber, le premier jour ne peut pas tomber ni mercredi ni vendredi, mais le premier jour de Rosh Hashanah peut tomber jeudi. Et donc on aura le même résultat. Ça ne change rien. Le même résultat de ce qu'on voit dans la Gemara, on peut avoir jeudi, vendredi, Shabbat, qui se suivent 3 jours. Qui est-ce qui veut résumer les 3 chitotes? Rav Huna, Rav Frisda et Rav Yemar. Rav Huna a été extrêmement tolérant. Rav Frisda, extrêmement exigeant. Et Rav Yemar a fait un compromis. Il est intermédiaire entre les deux. Je rappelle très rapidement, pour Rav Huna, il est possible de séparer entre la hafifa et la tevila au mikvé. On peut avoir une séparation de 3 jours d'écart. 1 ou 2 ou 3, no problème. Et tout cela, il a déduit du fait que, de toutes les manières, dans certains cas de figure, on est amené à avoir de toutes les façons
un grand écart. Quand, par exemple, on a Shabbat qui sépare entre la Hafifa et la Tevila, ou Shabbat et Yom Tov, ou Shabbat et Rosh Hashanah. Donc tu vois que de toutes les façons, il y a des cas de figure incontournables. C'est les cas qui s'imposent, et là tu vas bien marquer une séparation entre la Hafifa et la Tevila. Alors pourquoi tu vas appliquer cette règle que lorsque tu n'as pas le choix? Tu peux l'appliquer même arbitrairement. La femme, elle a envie de marquer un écart entre la Hafifa et la Tevila, qu'à cela ne tienne. Elle a le droit. Rav Hizda dit, je ne suis pas d'accord avec toi pour dire que ces trois cas de figure de Shabbat, Shabbat Yom Tov, Shabbat Rosh Hashanah, c'est une indication pour un choix arbitraire. Pas question de comparer l'incomparable, dit Rav Hizda. Dans le cas où on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais lorsqu'on a le choix, eh bien il faut faire les choses de la manière la plus positive. Et donc il ne faut pas qu'il y ait de séparation entre la Hafifa et la Tvila. Fais la Hafifa l'après-midi et la Tevila le soir. Rav Yemar dit, je suis partiellement d'accord avec Rav Huna, que pour les deux premiers cas, une séparation d'un jour, de 2 jours, je l'admets, comme Shabbat et Yom Tov. Mais je ne peux pas être d'accord avec lui pour le troisième cas, parce que je ne suis pas d'accord avec lui du tout. Lui, il a dit que si Rosh Hashanah tombe dimanche et lundi, donc on a 3 jours d'écart, Shabbat, Rosh Hashanah, elle va au mikvé quand? Motsae Rosh Hashanah. Rav Yemar dit c'est faux. Dans ce cas, les Hachamim lui diraient de faire la Hafifa le soir même du mikvé. Motsae Rosh Hashanah. Ah, mais elle va se précipiter? Eh bien, on lui dira, madame, ne te précipite pas. Fais les choses convenablement. En général, nous craignons que la femme, par précipitation de retrouver son mari, néglige la préparation, la Hafifa, et qu'elle ne se vérifie pas convenablement, qu'elle ne se lave pas convenablement. Mais là, on n'a pas le choix que de lui permettre de faire la Hafifa le soir, parce qu'on ne peut pas lui permettre de faire une Hafifa tellement tôt, 3 jours avant, 3 jours d'écart entre la Hafifa et la Tevila. Il y a très forte chance qu'il y ait eu des Hatzitzot qui se collent à elle. Darash Marimar. Je me trouve dans la 6e avant-dernière ligne de la page. Darash Marimar. Marimar a fait une dracha dans le Bet HaKnesset, dans le Bet HaMidrash, et il a dit Hilcheta ke Rav Hizda ou que Demetaretz Rav Yemar. Qu'est-ce que ça veut dire? La halakha est comme Rav Hizda, mais attention comme Rav Yemar. C'est-à-dire qu'on a le droit, on n'a pas le droit, excusez-moi, on n'a pas le droit de séparer arbitrairement la Hafifa de la Tevila, ni 3 jours, ni 2 jours, ni même 1 jour, déjà. Arbitrairement, il n'y a même pas 1 jour d'écart qui est toléré. La halakha n'est pas comme Rav Huna qui a toléré. La halakha, elle est comme Rav Hizda qui est strict. Et je vais même plus loin, et je dis que la halakha est comme Rav Yemar. Qu'est-ce qu'a dit Rav Yemar? Contrairement à Rav Hizda. Rav Hizda a dit que quand Rosh Hashanah tombe Motsae Shabbat, en effet, on admet une séparation de 3 jours. Puisqu'elle n'avait pas le choix. Elle a fait la Hafifa vendredi après-midi. Après, c'était Shabbat, Rosh Hashanah. Il y a eu 3 jours d'écart entre son mikvé et sa préparation, sa Hafifa. Rav Yemar a dit, c'est pas vrai. Moi, dans ce cas où Rosh Hashanah tombe Motsae Shabbat, et qu'on a 3 jours d'écart, dans ce cas, qu'est-ce que je dis à la femme? Fais la Hafifa quand? Motsae Rosh Hashanah. Tu fais ta Hafifa la nuit et tu vas au mikvé la nuit. Je ne tolère même pas de faire vendredi après-midi la Hafifa avec 3 jours d'écart. Non. Donc, Marimar, il a été posek la halakha comme qui? Comme Rav Hizda et Rav Yemar. Rav Yemar qui est plus strict que Rav Hizda. Donc déjà, halakha comme Rav Hizda qui est plus strict que Rav Huna, et la halakha est comme Rav Yemar qui est encore plus strict que Rav Hizda. Et maintenant, la Gemara nous dit Iba yaleu isha ma'ush et hof balayla vetidbol balayla.
C'est-à-dire que, moi je vous l'ai dit en préambule, parce que j'ai anticipé, je voulais vous faciliter le travail. Et je vous ai révélé la raison pour laquelle, en général, on demande à ce que la femme fasse hafifa en journée et pas la nuit, pour pas qu'elle se précipite d'aller retrouver son mari au détriment de ses préparations. Alors la Gemara pose la question, et elle dit, Ibaya Léou, Maou shetahuf balayla vetidbol balayla, est-ce qu'une femme a le droit de faire la hafifa la nuit, juste avant d'aller au mikvé, ou bien c'est interdit? Car nous craignons que par l'empressement, elle néglige la préparation et qu'elle ne se vérifie pas convenablement de toute hatzitza. Est-ce qu'on lui interdirait de faire hafifa la nuit, ou bien que ce soit recommandé de faire en journée, mais ce n'est pas interdit de faire la nuit? Mahloket, Marzoutra, Shari, Verav Hinena Misura Asar. Alors il faut corriger la version. Marzoutra autorise et Rav Hinena de la ville de Soura interdit. C'est facile de retenir. Soura, la ville de Soura, Asar, Assour, les mêmes lettres. Amar les Ravada les Rav Hinena Misura. Rav Ada objecte en disant à Rav Hinena Misura, comment tu peux interdire de faire la hafifa la nuit et le mikvé la nuit, et tu lui imposes de faire ça en journée? Pourtant, il y a une histoire très curieuse. On nous raconte ici des histoires personnelles et intimes de la vie de cette génération. Regardez ça. Lavachi avaouvda, est-ce que tu ne connais pas l'histoire des Bethou, des Abba Mari Reshgaluta, des Ikot? Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois, le président de la communauté babylonienne, la communauté juive babylonienne, il s'appelait Abba Mari. C'était son nom. Un jour, sa femme s'est mise en colère contre lui. Il y a eu une scène de ménage qui a explosé, et comme elle devait aller au mikvé, elle a joué avec le feu. Elle a dit, bien, je n'irai pas au mikvé, je vais te punir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Abba Mari a été voir le rabbin de la communauté. Il a dit, faites-nous shlom bayit, je vous en prie. Azal Rav Nachman bar Yitzhak le Fayoussa. Rav Nachman bar Yitzhak est intervenu. Et il est parti, il lui a dit, madame, calmez-vous, ça c'est des choses qui arrivent, pardonnez-lui, l'erreur est humaine, et nanani nanana. Il a calmé. Amrale, Mai aite ashta. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, pourquoi tu es venu déjà maintenant la nuit pour essayer de me calmer, de m'amadouer, pour que j'aille au mikvé ce soir? Mais tu sais que je ne peux pas aller au mikvé, puisque je n'ai pas fait la hafifa en journée. Or, la hafifa, le lavage, le brossage des cheveux, la préparation, ça doit se faire en journée. Moi, je n'y ai pas été. Je ne me suis pas préparé. Donc c'est trop tard pour ce soir. Tu aurais pu attendre demain pour venir faire ce shlom bayit. Alors il lui dit, Tisge aitele mahar, tu aurais pu venir demain? Viada maika amrale. Elle ne s'est pas expliquée en disant clairement, je n'ai pas fait la hafifa. Elle lui a tout simplement dit, mais tu aurais dû venir demain, pas ce soir. Il a compris quelle était l'intention sous-jacente. Le Rav doit comprendre les interlignes, pas que les lignes. Alors, il lui dit, il répond aussi de la même façon. Comme elle a parlé avec allusion, il a répondu avec allusion. Amarla, Doudé Hassart, Take Hassart, Avde Hassart, qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit pourquoi? Il te manque des ballons d'eau chaude, il te manque la chaise sur laquelle on s'asseyait à l'époque pour se doucher. On allait dans le bain public, on s'asseyait sur une sorte de chaise comme ça qui était avec des trous. Quand on se versait l'eau sur soi avec les kélim, il y avait
une façon d'évacuer l'eau, ça s'appelait tashtake. Le tabouret là sur lequel on s'asseyait s'appelait tashtake. Avde hasart, pour laver, pour chauffer l'eau. Est-ce qu'il manque des avadim pour aller puiser l'eau et chauffer l'eau? Donc, tu es la femme du président de la communauté. Tu as tout à portée de main. Tu as les avadim qui vont aller puiser l'eau, les avadim qui vont la chauffer. Tu vas avoir des grands doudim de maïm, doud maïm, n'est-ce pas? Et vous allez avoir, tu as le tashtake. Vas-y. En d'autres termes, l'échappatoire que tu recherches, c'est dire que tu ne peux pas aller au mikvé de toutes les façons ce soir, c'est trop tard car tu n'as pas fait la hafifa cet après-midi. Eh bien moi je te dis que tu as le droit de faire la hafifa ce soir et d'aller au mikvé cette nuit même. Donc on a compris que, en effet, il autorisait. C'est la raison pour laquelle la Gemara, Rav Ada plutôt a dit à Rav Hanina Missoura, comment tu interdis? Pourtant Rav Nachman Bar Yitzchak avait lui-même enseigné à la femme du président de la communauté qu'elle avait le droit de le faire la nuit même. C'est-à-dire que, dans la mesure du possible, évidemment qu'il faut faire la hafifa en journée, comme on a dit, pour ne pas ensuite s'empresser la nuit et négliger la préparation. Mais dans le cas où c'était impossible de faire l'après-midi, ce n'est pas une raison valable pour retarder et reporter le mikvé. Il faut qu'elle aille au mikvé le soir même. Il y a encore une raison valable qui oblige à le faire quand même le soir. On n'a pas trouvé de cas où la permission était donnée de faire la hafifa le soir même la nuit. C'est ce que je viens de dire. Que dans la mesure du possible. Dans la direction de Shlom Bayit et dans la direction de... C'est pour ça qu'il y a voulu faire tout de suite. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Je répète. Normalement, il faut faire en journée la hafifa et comment on appelle ça, la tevila la nuit. Maintenant, si ça n'a pas été fait, on ne peut pas interdire. C'est ça ce qu'il lui dit. Il lui dit, comment tu interdis? D'accord, c'est recommandé. D'accord, mais de là à interdire pour une femme qui n'a pas fait la hafifa l'après-midi, tu lui dis, ben c'est trop tard, attends demain pour faire la hafifa en journée et aller au mikvé la nuit demain. Non, de là à interdire, non. Tu lui dis, fais la hafifa cette nuit et va au mikvé cette nuit. Jeudi, vendredi, samedi, c'est fait. Ah. Elle doit aller jeudi soir ou vendredi soir. Ah, alors dans ce cas-là, en effet, non. On a dit que ce qu'il n'admet pas, c'est que 3 jours d'écart. Mais 2 jours d'écart, il admet. Rav Yema, qui est le plus mahmir, là où il n'est pas d'accord, c'est que 3 jours d'écart. 2 jours d'écart, il est d'accord. Vous avez compris la réponse à votre question? 2 jours, 3 jours. S'il y a un problème, il y aura un problème. Eh bien, je remercie Rabbi Shalom pour sa question, parce que sa question répond à la vôtre. Vous avez entendu sa question? 3 jours, qu'est-ce que ça change? Il a dit qu'est-ce que ça change 2 jours, 3 jours? Pourquoi pour 3 jours il n'est pas d'accord et 2 jours ou 1 jour il est d'accord? Pourquoi? Eh bien, c'est comme a dit Rabbi Charlie. Qu'est-ce qu'il ferait cet homme et qu'est-ce qu'elle ferait cette femme si maintenant ça tombe, son mikvé, ça tombe pendant Yom Tov? Quoi, elle n'irait pas? Elle va reporter? Non. Dans ce cas-là, on n'a pas le choix que de lui permettre l'écart d'1 jour ou l'écart de 2 jours. Mais par contre, quand il y a 3 jours, il n'y a pas de raison de lui permettre puisque tu as une autre alternative. L'alternative, c'est de faire le soir même. Donc, sa question nous a poussé à une explication qui répond à votre question. Et les 2 questions sont valables. Alors maintenant, continuons. Darash Rava. Isha hofefet be'erev Shabbat vetovelet be'motzae Shabbat. C'est-à-dire, Rava, dans le Beth Midrash, il a fait cette dracha, il a enseigné cette halakha. Il a dit qu'une femme qui doit aller au mikvé, Motzae Shabbat, il faut qu'elle se prépare en faisant la hafifa vendredi après-midi. Car si elle va faire la hafifa Motzae Shabbat, elle risque de négliger la hafifa par précipitation de retrouver son mari. Amar le Rav Papa le Rava. Rav Papa dit à Rava, comment tu as pu dire une chose pareille? Veha shalach rabin be'igarte ishalotachov be'erev Shabbat vetitbol be'motzae Shabbat. Utmal atzmecha he'ach hofefet bayom vetovelet balayla haba'inan techef lehafifat vila veleka
Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait Rabin qui avait envoyé une lettre. Rabin était en Eretz Israël. Il avait envoyé un courrier, une halacha, en disant qu'il ne faut pas faire comme tu as dit, toi, Rava. Faire la hafifa vendredi et aller au mikvé Motzai et Shabbat. Car d'après lui, même faire la hafifa en journée et aller au mikvé la nuit, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il faut tout de suite faire teref. Teref. Les hafifat vila. Faut pas qu'il y ait du temps entre la hafifa et la vila parce que le but c'est qu'il n'y ait pas de hatzitza. S'il y a un laps de temps d'intervalle, à ce moment-là, les problèmes peuvent survenir. Alors, Hadar Okerava Moré Ale. Rava a regretté son enseignement public et il a dit, Moray Verabotai, réunissez-vous, rassemblez-vous, j'ai maintenant quelque chose d'important à vous dire. Il a appelé le Hamora. Vous savez c'est quoi le Hamora? C'était le speaker, le porte-parole. À l'époque, le Rav ne parlait pas à haute voix, il parlait à voix basse, aux oreilles du porte-parole. Le porte-parole, c'était lui le micro. Parce qu'il est difficile de se concentrer à la forme et au fond. Le fond et la forme. Le fond, c'est la réflexion. La forme, c'est la retransmission. Quand tu te concentres sur la forme, c'est au détriment parfois de la réflexion. Parce que tu as besoin de parler fort, et donc tu fais un effort physique qui est au détriment de l'effort intellectuel. Alors il vaut mieux que le Rav parle à voix basse, au moins il sait, il peut se concentrer dans ce qu'il veut dire, et quelqu'un d'autre va retransmettre. On répartit les tâches. Hadar Oke Rava Amora Ale. Alors Rava, il a appelé le Amora, le porte-parole, Vedarash, et il a fait la dracha suivante. Devarim she'amarti lifnechem ta'ut hem beyadi. Regardez quelle beauté. Regardez la beauté de cette phrase. Il va dire, mes chers amis Moraï Verabotai, ce que je vous ai enseigné, c'est une erreur. Beram karamru mishme de Rabbi Yochanan. Voici ce qu'on a enseigné au nom de Rabbi Yochanan. Isha lotachov be'erev Shabbat ve'titbol be'motzai Shabbat. Une femme ne doit pas faire la hafifa vendredi pour un mikvé de Motzai Shabbat. Utmal atzmecha. D'ailleurs, tu devrais même t'étonner. He'ach hofefet bayom ve'tovelet balayla. Haba'inan samuch le hafifat vila veleka. Qu'est-ce que ça veut dire? Même quand on fait une haviva l'après-midi et on va au mikvé la nuit, déjà, c'est pas quelque chose qui aurait été acceptable. Pourquoi? Parce que tu devrais faire tout de suite après la haviva la tvila. Pourquoi Hakramim ont autorisé malgré tout de faire haviva l'après-midi et la tevila le soir? C'est pour une autre raison. Parce qu'ils avaient peur que la femme, si elle fait la haviva la nuit, elle va se précipiter, elle va pas faire les choses convenablement. Alors, ils étaient obligés de dire hafifa un peu plus tôt. Mais sinon, même ça, c'est pas quelque chose qu'il fallait autoriser. Voilà. Et la Gemara conclut en disant Ve'il cheta, et là, je vais vous surprendre, respirez un coup, respirez. Ve'il cheta, isha, hofefet bayom, vetovelet balayla, ve'il cheta, isha, lotahof ela balayla. La halakha est la suivante. Une femme doit faire la hafifa en journée, l'après-midi, et elle va au mikvé la nuit. Et la halakha, c'est qu'il ne faut pas faire la hafifa l'après-midi et aller au mikvé la nuit. On a respiré, mais on n'est pas Alors la Gemara dit, non, c'est pas blanc, bonnet, bonnet, blanc. Oui, c'est une contradiction. Et contradictoire. La Gemara dit, Kashia ilcheta, ilcheta. Qu'est-ce que tu me racontes là? Je ne sais plus où donner de la tête. Tu me dis la halakha elle est blanc, après la halakha elle est noire. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? La Gemara de répondre, la Kashia. Ha de efshar, ha de la efshar. C'est-à-dire, lorsqu'on le peut, la femme a le loisir, parce qu'elle a le temps devant elle, eh bien qu'elle fasse d'abord la hafifa l'après-midi et qu'elle aille au mikvé la nuit. Mais si, pour une raison X ou Y, elle n'a pas pu faire la hafifa l'après-midi, halakha, qu'elle peut faire la hafifa et la tevila la nuit même.